Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Afrique. On commence tout de suite avec ce compte rendu. Alors, les factions palestiniennes ont exprimé leur gratitude pour le soutien du président Abdel Fattah el-Sisi au peuple palestinien et les efforts déployés par l'Égypte afin de parrainer le dialogue national palestinien et le suivre de près pour l'appliquer. Ceci a eu lieu dans une déclaration publiée par les factions palestiniennes à l'issue de leur réunion de 2 jours au Caire avec la participation de la présidence du Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine et du Comité central des élections palestiniennes sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Hamed et Aïchel. Le Fatah et le Hamas palestiniens se sont mis d'accord mardi au Caire sur un code de conduite électorale. L'objectif est que les scrutins prévus dans les prochains mois se déroulent avec transparence et intégrité. Ce code en 25 points prévoit en particulier la pénalisation et l'interdiction d'utiliser des armes pendant les activités électorales. Les élections législatives et présidentielles, les premières en 15 ans, ont été fixées respectivement au 22 mai et au 31 juillet dans les territoires palestiniens. Les mouvements palestiniens, dont le Hamas et le Fatah, se sont engagés en février en Égypte à mettre sur pied un tribunal électoral indépendant pour trancher de position greffe et faire respecter les résultats afin d'éviter un scénario comme celui des législatives de 2006. Fatah et Hamas s'étaient alors affrontés après des différences sur les résultats des élections, entraînant une partition du pouvoir entre la Cisjordanie occupée, où siège l'autorité palestinienne contrôlée par le Fatah, et la bande de Gaza sous contrôle du Hamas. Les factions palestiniennes se sont aussi entendues en février pour tenir les élections en Cisjordanie, où vivent 2,8 millions de Palestiniens, et dans la bande de Gaza, enclave paupérisée de 2 millions d'habitants sous blocus israélien depuis 2007, mais aussi à Jérusalem-Est, partie de la ville occupée et annexée par Israël. Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, seule la police palestinienne et donc aucun autre mouvement armé pourra protéger les bureaux de vote, précisait notamment le communiqué diffusé en février. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur Haridi. Bonjour, monsieur. Alors, si on parle de ce dialogue interpalestinien qui a pris lieu hier et avant-hier, et le code qui a été signé, le code de conduite électorale palestinien, comment voyez-vous cela et quels sont les grands points de ce code? Bon. Moi, je pense que le code signé par les factions palestiniennes dans le contexte du dialogue national palestinien accueilli par le Caire le 16 et le 17 mars est une réussite, pas seulement une réussite pour la cause palestinienne et les factions palestiniennes, oui, mais aussi pour la diplomatie égyptienne. Le dialogue national palestinien au Caire ce mois-ci, c'était la deuxième fois que les factions palestiniennes se rencontrent dans la capitale égyptienne pour se mettre d'accord sur les conditions qui devraient être réunies pour que les élections, les prochaines élections générales et présidentielles dans les mois à venir, dans les territoires occupés en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans Jérusalem-Est, que ces conditions-là vont permettre, premièrement, la tenue de ces élections, puis que ces élections se dérouleraient dans un contexte national palestinien propice à accepter les résultats de telles élections. Alors, je crois que les factions palestiniennes, l'autorité palestinienne et les autres factions qui ne sont pas membres dans l'organisation de libération palestinienne devraient maintenant œuvrer pour que les principes énoncés dans le dialogue national palestinien, que ces
principe serait respecté et accepté par toutes ces factions-là. Je crois que le gagnant, c'est le peuple palestinien et espérons que ces élections vont prendre lieu, auront lieu et que certainement nous aurons à la lumière des résultats de ces élections un gouvernement palestinien d'unité nationale, une sine qua non pour la reprise des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Après cette étape, quelles sont les étapes envisagées avant de se tenir sur la même table de négociation avec le côté israélien? Je crois que maintenant, certainement, les Israéliens vont tenir des élections le 23 mars courant. Oui. Et certainement, on va attendre la formation d'un gouvernement. Oui. Dieu sait quelles seraient les orientations d'un tel gouvernement concernant la paix avec les Palestiniens. Mais je crois que dans le cadre de la cause palestinienne, oui. Je crois que l'étape prochaine, c'est la tenue de ces élections avec une supervision internationale arabe et peut-être encore des observateurs de la part de l'Organisation de la coopération islamique. Parfait, Monsieur l'ambassadeur Hassan Hariri. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères et analyste politique. Alors, on enchaîne, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte envoie une aide médicale au Soudan du Sud et au Yémen. Selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République est commandant suprême des forces armées et dans le cadre du soutien et de la solidarité continue de l'Égypte avec les pays amis et frères dans diverses crises, le commandement général des forces armées a ordonné le décollage d'un avion de transport militaire chargé de grandes quantités de matériel médical et une cargaison de lait thérapeutique pour les enfants présenté par le ministère de la Santé et de la Population à la République du Soudan du Sud. L'avion a décollé de la base aérienne de l'Est du Caire vers l'aéroport international de Juba pour décharger la cargaison d'aide et la livrer au gouvernement du Sud-Soudan. Pour sa part, les responsables de la partie soudanaise ont loué les efforts déployés par la République arabe d'Égypte lors de son soutien au peuple du continent africain, exprimant sa pleine appréciation et ses remerciements à la direction politique égyptienne pour ses efforts visant à surmonter toutes les adversités qu'affronte le peuple du Soudan du Sud. Ainsi, 2 avions de transport militaire ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire, transportant une aide médicale sous forme d'une cargaison de lait thérapeutique pour les enfants fournis par le ministère égyptien de la Santé en vue de leur transfert vers le Yémen. Les responsables au Yémen ont également exprimé leur vif remerciement au soutien égyptien et à l'importance de cette aide pour soutenir le secteur de la santé yéménite. Cette aide s'inscrit dans le cadre des liens nationaux et de la ferme position de l'Égypte envers ses frères faisant face aux défis et crises. Et les ministres des Affaires étrangères égyptiens et guinéens, Choukri et Kaba, s'entretiennent des moyens de renforcer la coopération Égypte-Guinée. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et son homologue guinéen, Ibrahim Khalil Kaba, ont jugé important lundi que le continent africain obtienne un lot suffisant de vaccins contre le coronavirus de manière à répondre aux besoins des peuples africains. Messieurs Choukri et Kaba se sont entretenus des moyens de renforcer les relations bilatérales et des questions du continent. L'Égypte aspire à renforcer la coopération avec la Guinée dans la prochaine période, selon le chef de la diplomatie égyptienne, indiquant que le Caire était prêt à coopérer avec Conakry et en matière de renforcement des capacités et à lui transférer ses expériences et ses expertises dans les divers aspects techniques via les programmes de formation organisés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement.
Les deux ministres ont exprimé également leur attachement à promouvoir les relations économiques, commerciales et agricoles bilatérales. Les entretiens ont porté également sur les efforts régionaux visant à faire face aux organisations terroristes et aux groupes impliqués dans le crime organisé qui sont actifs au Sahel, ainsi que sur l'intégration économique et régionale. Égypte-Angola, renforcer la coopération industrielle. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation OIA, Abdelmonem Atras, a examiné avec l'ambassadeur d'Angola au Caire, Nelson Cosme, au siège de l'organisme, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines industriels pour tirer parti des capacités développées de l'OAI et subvenir aux besoins des projets de développement en Angola. M. Atras a souligné l'importance de renforcer la coopération avec les pays africains à la lumière des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération et d'intégration avec l'Afrique pour réaliser les aspirations des peuples africains. Selon un communiqué de presse publié par l'organisme, M. Atras a affirmé que l'OAI mettait toutes ses capacités et ses expertises techniques et technologiques au service du continent africain, indiquant avoir examiné avec l'ambassadeur la contribution au projet de développement dans son pays. Le patron de l'OAI a ajouté s'être mis d'accord avec l'ambassadeur sur l'échange de visites et la participation au projet d'infrastructure d'énergie renouvelable, de numérisation et d'archivage électronique et d'autres domaines de développement et souligné l'importance de la formation de cadres techniques dans les usines de l'organisme. Concernant l'importance de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine pour l'économie du continent, M. Atras a estimé que cet accord était une occasion importante pour renforcer la coopération, parvenir à un développement global pour tous les pays africains, renforcer les échanges commerciaux et ouvrir de nouveaux domaines d'exportation. L'ambassadeur d'Angola a salué également le rôle de l'Égypte et le succès qu'elle a marqué lors de sa présidence de l'Union africaine en 2019. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de diffuser l'islam centriste en Afrique en vue de contrer le terrorisme et l'idéologie extrémiste, raison pour laquelle le ministère y dépêche les imams, le ministère des Waqf y dépêche les imams et des prédicateurs. C'est ce qu'a affirmé mardi le ministre des Waqf, Mohamed Boukhtar Gouma. Le chef de l'État tient à communiquer constamment avec les frères du continent africain et l'Égypte n'a épargné aucun effort de nature à réaliser cet objectif, à savoir la lutte contre la pensée extrémiste et les groupes terroristes. C'est ce qu'a déclaré le ministre en marge de la réunion de la commission parlementaire aux affaires africaines tenue en présence d'une délégation africaine. Et de préciser que le ministère des Waqf dispose d'une stratégie à long terme portant sur la formation des imams et prédicateurs dans le continent africain et la mobilisation de missions religieuses égyptiennes, notamment dans les pays du voisinage. Et à présent, voici un regard sur le monde.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à vous.